Ah, Oui. vraiment. J'ai raison. J'ai raison. Donc, comme vous le voyez, bon, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup de langues. Docteur Jean-Paul, aujourd'hui, vous allez nous entretenir sur le cancer de type 1, 2 et puis 3. On sait quoi même le cancer? Comment ça se passe? Comment ça se fait, les problèmes? Et comment faire pour détecter le cancer? Tout ça là. Donc, docteur Jean-Paul, vous avez la parole. Merci, merci. Bonjour la salle, bonjour Oliver. Heureux de nous retrouver encore dans notre salle AIM pour partager quelques approches. En fait, je rectifie tout de suite. Ce n'est pas les cancers type 1, type 2, type 3. Je vais parler de cancer. Voilà, je vais parler du cancer en 3 séances différentes. La première séance, ça concerne les analyses qui sont les seules à confirmer un diagnostic et comment nous raisonnons sur les analyses et autres. La deuxième séance, qui viendra lundi prochain ou autre, c'est de savoir exactement ce qu'est un cancer. Et la troisième séance sera que faire devant un cancer. Voilà. Donc, nous sommes sur la première séance et cette première séance concerne les analyses et leurs limites. Toutes les analyses et leurs limites. Pourquoi parler des analyses et parler de leurs limites? C'est parce que les analyses ne nous disent pas forcément la vérité. Cela dépend des interprétations. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je vais poser une question à la salle. Qui est dans la salle et qui n'a jamais eu un problème d'analyse à refaire? Qui dans la salle n'a jamais eu de problème d'analyse à refaire? Ok. Donc, nous sommes, comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans une salle de classe, tout le monde peut participer. Vous pouvez demander la parole, on vous donne le micro, ou soit vous pouvez envoyer votre réponse par écrit. Ok, on est là, les leaders, réagissez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle dont les parents ou bien lui-même n'a jamais eu à faire une analyse et qu'on lui ait demandé de refaire l'analyse ou bien d'aller le faire ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais eu ce problème? Je vais voir. Bon, il n'y a pas encore d'intervenant. Moi, bon, je vais dire, c'était même la semaine passée. C'était la semaine passée, il y a une dame qui avait un problème au niveau du cœur et on lui avait demandé bon, une analyse. Il était allé faire ça dans l'un de nos choses là. Après, bon, quelques moments après, bon, elle est revenue encore dire que bon, on a dit que c'est pas bien fait, qu'il faut qu'elle reprenne bon, tout ça là. Donc, c'était même la semaine passée que c'était passé. Donc, on vous écoute, la salle, réagissez. Oui. Est-ce qu'il y a un seul dans la salle qui n'a jamais eu ce problème? Ce n'est pas les analyses de sang seulement, hein. Même les échographies, les radios, qui n'a pas eu à faire une analyse et qu'on lui ait demandé de refaire. Pas forcément pour le contrôle, mais pour la confirmation du diagnostic ou d'une maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un, que ce soit les analyses de sel ou autres, urine, par exemple, il y a quelqu'un? Oui, la salle, réagissez. On vous attend. Pour le moment, il n'y a pas d'intervenant. Pourquoi je pose ce problème? Okay. Il y a une, oui, voire même deux qui sont là. Oui, donnez-leur la parole. Il y a un ami qui a fait analyse de staphylocoque. On lui a dit de refaire plus de 3 fois. Ça vient de Tevi. Tevi doit être du côté du Togo. Allô, docteur? Oui. C'est ça, c'est la réponse. Il y a une réponse qui est là. C'est de Tevi du Togo. Il a dit, il y a un ami qui a fait l'analyse de staphylocoque. On lui a demandé de refaire plus de 3 fois. Non, c'est pas clair. Il n'y a pas d'analyse de staphylocoque.
Il y a par exemple des analyses de pus ou d'urine ou d'autres choses dans lesquelles on peut trouver du staphylocoque. C'est les infections, en fait, c'est les analyses sur les infections. Et des fois, quand on fait ces analyses, ce qu'on trouve, le médecin n'est pas sûr, parce qu'il peut se dire que c'est par contamination, par manipulation qu'on a trouvé ce gène. C'est des choses qui arrivent. Dans les infections, on fait des analyses et puis on trouve des staphylocoques ou des streptocoques ou d'autres choses, mais qui peuvent être dues à la manipulation. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il est en train de dire. Oui, ça rentre dans le cadre de la question que nous posons parce que le médecin, si on te demande ça plusieurs fois, c'est parce que le résultat que tu as amené, il y a un doute sur le résultat. Voilà. Ah ouais, c'est Tevi qui revient. Tevi dit ceci. On a mis une tige dans son pénis plus de 3 fois, selon lui, que le docteur lui a dit de refaire. Oui, et ça aussi, c'est ce que je disais, c'est l'écouvillonnage. C'est-à-dire, on fait un prélèvement urétral, on prélève dans l'urètre du pénis pour voir, parce qu'il a un problème de brûlure ou de picotement ou un problème urinaire, et on veut savoir si vraiment il y a une infection. C'est ça qu'il a refait plusieurs fois. Soit on n'est pas sûr du diagnostic et on le refait, soit on lui met un traitement et on lui demande de faire un contrôle pour s'assurer que cela a guéri. Mais je ne parle pas des contrôles. Je parle, dans ce cadre, je parle des analyses qu'on fait pour la première fois et dont le médecin n'est pas sûr. Il y a Francine aussi qui écrit ceci. Bien sûr que j'ai refait pour différentes analyses. Oui, ça c'est d'autres cas. C'est-à-dire, tu fais une analyse, le médecin passe à quelque chose, il te demande une analyse à faire, tu la mets, le résultat n'est pas ce sur quoi il s'attendait, et ça l'oblige à demander d'autres analyses. Ce n'est pas dans ce cadre. Je parle du cas où on fait la même analyse et on te demande de refaire l'analyse pour s'assurer. Oui, effectivement, docteur. Docteur, moi, je me rappelle, j'avais une cousine qui était enceinte et on a fait l'échographie. Après l'échographie, on lui a demandé de refaire que, bon, avant, on avait dit que bon, c'était deux, il y avait 2 enfants. Après, on lui a dit de reprendre. Et quand ils ont repris, ils ont dit que non, c'est seulement 1. Bon. Et concernant l'échographie, moi-même, je peux vous dire, il y a une fille à Lomé que je nomme aujourd'hui, je l'ai toujours nommée Fibrome, parce que sa maman était préparée pour être opérée un lundi. Et le vendredi, moi, je la rencontre. Elle me dit, lundi, elle sera opérée de fibrome. J'ai dit, OK, si c'est comme ça, passe dans mon bureau, je vais jeter un coup d'œil. Elle m'amène toutes les analyses préopératoires et tout, et son échographie. J'ai dit, bon, j'avais un échographe dans mon bureau, je sais le manipuler, et j'ai dit, couche-toi, je vais voir. Et en examinant la dame, j'ai trouvé que sur son fibrome, il y avait des bras et des mains des pieds et des mains qui bougeaient. Wow. Donc, la fille a eu le bac l'année dernière, celle que j'appelle fibrome a eu le bac l'année dernière. Wow. Donc, vraiment. Je fais le truc, elle était préparée à 48 heures près, elle devait être opérée pour son fibrome. Et je fais l'échographie, je constate que son fibrome avait des mains et des pieds. Et je lui demande, madame, regardez un peu votre fibrome. Ce n'est pas un fibrome, ne vous faites pas opérer, c'est un enfant, c'est une grossesse d'environ 4 mois. Attention, ne vous faites pas opérer. Elle a accouché d'une fille qui a eu le bac l'année dernière. Wow. Vous voyez? Vraiment. Bon, cette fille, quand je la vois tout le temps, je ris, je l'appelle fibrome. C'est vous dire à peu près. Bébé fibrome. Vraiment. Vous voyez? Donc, pourquoi j'introduis cette notion d'analyse?
que ce soit les radios, que ce soit les échographies, l'IRM, que ce soit les analyses de sang, d'urine et de sel. Tout cela qu'on appelle les examens complémentaires en médecine sont faits pour aider le médecin à avoir un diagnostic plus précis, à savoir exactement ce qui se passe sur son patient. Malheureusement, dans les examens cliniques que nous faisons la plupart du temps, les signes sont un carrefour de plusieurs maladies qui ne nous permettent pas, des fois, d'être aussi précis qu'on le souhaiterait. C'est dans ces cas-là, dans certains cas, l'examen clinique tout de suite montre tout. Dans d'autres, il faut s'aider d'analyses. Et malheureusement, ces analyses qui devaient nous aider des fois à être plus précis, nous mettent encore en doute. Et c'est pour cela que j'ai voulu en parler, pour attirer l'attention de tout un chacun. Parce que des gens disent souvent, j'ai fait toutes les analyses, on n'a rien trouvé. Ou bien, j'ai fait des analyses qui n'ont rien montré. Et on me demande de refaire ces analyses, je les ai refait plusieurs fois, mais le résultat est toujours le même. Et pourquoi de pareilles choses? Pourquoi de pareilles situations? On vient de parler de l'échographie tout à l'heure. Quelqu'un a parlé de son prélèvement urétral. Tout dépend de ce que le médecin cherche. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur la précision, la fiabilité et la validité des résultats d'analyse. Puisqu'on veut parler du cancer, on est dans le cas du cancer, je vais parler globalement des analyses avant de toucher du doigt certaines analyses qui concernent le cancer. Normalement, quand on demande une analyse, il faut que l'analyse soit sûre. Je dis bien, il faut que l'analyse soit sûre. Pour qu'elle soit sûre et précise, il va falloir que le test qu'on demande soit fiable. Qu'est-ce qu'on appelle fiabilité? C'est de ça que nous allons parler. Lorsque je veux demander une analyse pour poser le diagnostic d'une maladie, il va falloir que ce que je demande ne concerne que cette maladie-là. Ce que je vais trouver ne concerne que cette maladie-là. Et rien d'autre. Tous ceux chez qui je vais trouver ce que je demande là sont des victimes d'une maladie précise. Imaginez par exemple que je prenne le diabète, un truc qui est assez fréquent. Lorsque je demande la glycémie, chaque fois que la glycémie monte, ça veut dire que la personne, à partir d'un taux, ça veut dire que la personne a le diabète. Et chaque fois que je vais trouver ça, je dois pouvoir dire que la personne a un diabète. Si je ne trouve pas sur quelqu'un, ça veut dire que la personne n'a pas de diabète. Je répète, lorsque je demande la glycémie chez quelqu'un et que les chiffres sont supérieurs à un taux, cela doit me montrer que la personne a le diabète. Si ce n'est pas le cas, la personne ne l'a pas. Mais pour le diabète, c'est assez facile. Ce n'est pas le cas dans toutes les autres maladies. Lorsque je cherche une maladie A chez quelqu'un, l'analyse X que je vais demander
doit me dire que la personne a la maladie. Si la personne ne l'a pas, il n'a pas la maladie. Pour l'exprimer, on parle de deux choses, de la sensibilité et de la spécificité de chaque analyse. J'ai parlé tout à l'heure de la glycémie, c'est facile. Le test glycémique est fiable à 100%. Si je trouve le taux élevé chez quelqu'un, il a le diabète. Si je n'en trouve pas, il n'a pas le diabète. Mais imaginez que je cherche la pancréatite, par exemple, ou bien une hépatite chez quelqu'un, chez un patient, par exemple. Je cherche une hépatite, l'hépatite virale, chez quelqu'un, par exemple. Je ne le trouve pas. Cela suppose que la personne n'a pas l'hépatite. Si je le trouve, il a l'hépatite virale. Si je ne trouve pas, par exemple, l'hépatite B, il ne l'a pas. Mais le danger de ces analyses, c'est ceci. Des fois, l'analyse n'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire, normalement, tous ceux qui font l'hépatite virale, si je leur demande l'antigène de l'hépatite virale, on doit trouver ça sur tout le monde. On me dit que quelqu'un souffre, des gens souffrent d'hépatite. Et j'ai l'analyse de l'hépatite que je dois demander. Lorsque je le demande, tous ceux qui sont malades d'hépatite doivent, le résultat doit être positif chez tout le monde. Et ceux qui n'ont pas l'hépatite, le résultat de l'analyse là doit être négatif chez tout le monde. Souvent, ce n'est pas le cas. Certains ont la maladie, mais on fait l'analyse et on ne trouve pas le test positif. D'autres n'ont pas la maladie, on fait l'analyse et on trouve le test positif chez eux. D'ailleurs, je vous donne un exemple simple. D'ailleurs, que nous avons maintenant le Covid. Dans le Covid, la sensibilité est entre 56 et 83%. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes qui souffrent de Covid, le test sera positif seulement chez 56 à 83 personnes. Ça veut dire que chez 17 à 44 personnes, le test peut être négatif. Vous voyez, pourtant, ils ont le Covid. Je vous donne un exemple précis. On dit, on fait le test de Covid aux gens parce que c'est contagieux, tel, et on doit confiner les gens. Mais le test en lui-même a une sensibilité entre 56 et 83%. Ce qui veut dire que si je prends 100 personnes qui souffrent de Covid normalement, seul le test peut me dire que 56 ont le Covid ou bien environ 83 ont le Covid. C'est-à-dire que 17 à 44% peuvent ne pas avoir le test positif alors qu'ils ont le Covid. C'est-à-dire, on aura des faux négatifs. Vous voyez le danger? Maintenant, la spécificité, c'est quoi? Lorsque je prends les gens qui n'ont pas cette maladie, le test là, puisque la maladie est supposée grave, le test doit me montrer que ceux qui n'ont pas la maladie n'ont vraiment pas la maladie. Mais là aussi, il peut arriver que quelqu'un qui n'a pas la maladie se retrouve avec un test positif. C'est ce qu'on appelle la spécificité. La sensibilité
c'est montrer que ceux qui sont malades sont vraiment malades. La spécificité, c'est montrer que ceux qui sont sains sont vraiment sains. Mais il peut arriver que ceux qui sont malades soient négatifs, c'est des faux négatifs, et il peut arriver que ceux qui ne sont pas malades soient positifs, c'est des faux positifs. Les deux choses que je dis là sont tellement importantes dans l'interprétation des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je demande une analyse à un laboratoire et qu'on m'envoie le résultat qu'on m'envoie n'est pas l'important. Quelle est la chance pour que le résultat que j'ai devant moi soit le résultat vrai du malade que j'ai devant moi? Parce que c'est basé sur ça que je vais le soigner. C'est basé sur ça que je vais prendre des décisions. Mais ce qu'on vous dit pas souvent, c'est que les analyses ont des problèmes. Je vous ai parlé entre-temps d'un test qu'on fait au Togo pour le sida, qui a une sensibilité à 100%. C'est-à-dire, si on prend 100 personnes qui ont le VIH, on verra 100 positifs. Le bémol, c'est que quand vous prenez ceux qui ne l'ont pas, il y a 99,3%, donc 99,3% seulement qui seront déclarés n'avoir pas le sida. Donc, 0,7% seront déclarés positifs. Alors qu'en fait, ils ne l'ont pas. Quand on le voit comme ça, on va se dire 99,3% c'est bon. Mais attention, il s'agit d'une maladie grave, supposée incurable. Aujourd'hui, les gens vivent avec, mais imaginez dans le temps où c'était supposé incurable. Ça veut dire que quand vous dites à quelqu'un que tu as cette maladie, vous le condamnez à mort. Mais quand on dit 99,3%, les gens se disent, mais tiens, non, 99,3%, c'est bon. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que s'il n'y a pas de pourcentage chez les humains, c'est des individus. Ça veut dire tout simplement que si je prends 1000 personnes qui n'ont pas le sida et qui font ce test-là, il y a 7 qu'on va déclarer positifs, alors qu'ils ne l'ont pas. Vous voyez la gravité? C'est une maladie grave, supposée incurable, et puis, je n'ai pas la maladie, on me déclare avoir la maladie. Et qu'on te déclare avoir la maladie, tout dépend maintenant du type de maladie. Tout dépend du type de maladie. S'il s'agit d'une maladie grave, incurable, tu es foutu parce que on va te mettre des traitements, on va te mettre plein de choses et psychologiquement d'ailleurs, tu es condamné à mort. Donc, les analyses doivent être tellement précises. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Avoir un résultat d'analyse du laboratoire ne veut en fait rien dire. Il faut savoir interpréter cette analyse-là. Quel est le degré de confiance que je dois accorder à ce résultat? C'est-à-dire, quelle est la chance pour moi que le résultat que j'ai soit vraiment un bon résultat, fiable? La masse ne se pose pas ces questions. Le danger, c'est que les médecins qui prennent des décisions aussi ne se posent pas cette question. Ils prennent pour absolu le résultat qui vient du laboratoire, alors que
ce résultat, normalement, devait être accompagné. On doit mettre sur le résultat, tout résultat, on doit mettre sur ça la sensibilité et sa spécificité pour que le médecin puisse voir quelle confiance accorder à la chose et agir. C'est pour cela que j'insiste là-dessus, je reviens encore là-dessus, même les analyses de sel, les analyses de sang, la NFS, les marqueurs, tout ce qu'on demande comme analyse, l'échographie, le scanner, l'IRM, les marqueurs cancéreux, tout cela doit être toujours accompagné de la fiabilité pour que le médecin ne prenne pas des décisions qui puissent nuire au patient. Je le répète, la sensibilité est la chose qui montre que vous avez la maladie. Mais s'il y a des faux négatifs, c'est dangereux. La spécificité montre que vous n'avez pas la maladie. Mais s'il y a des faux positifs, on va vous soigner pour rien. Imaginez que vous ayez des maladies qui vous condamnent ou bien dont le traitement est lourd. Vous allez vous endetter pour rien, vous allez vous ruiner pour rien et peut-être vous allez mourir pour une maladie que vous n'avez pas. Je donne cette notion, j'insiste là-dessus pour que les gens s'en rappellent tout le temps. Lorsque vous avez des analyses, posez la question au médecin pour savoir quelle est la chance pour que ce ne soit pas exact ce qu'il y a sur le papier. Je vous donne un exemple simple. Vous allez voir comment ces trucs sont un peu complexes. Quelqu'un souffre d'anémie, c'est-à-dire qu'il est supposé ne pas avoir assez de globules rouges dans son sang. On lui demande le taux d'hémoglobine ou bien la NFS, la numération formule sanguine. Le résultat vient et montre que le monsieur a une anémie. Le réflexe que nous avons souvent, en tant que médecin, c'est de prescrire le fer et les acides foliques aux patients. Mais ce que nous ne savons pas, et ce que beaucoup de praticiens hospitaliers oublient, c'est que l'anémie est un taux. C'est le rapport du nombre de globules rouges sur le volume total prélevé. C'est une masse globulaire. C'est une masse volumique en fait. Donc c'est un rapport. Et c'est à partir du rapport qu'on décide que tel est anémié ou pas. Mais ce rapport se fait sur quel sang? C'est du sang qui circule. Imaginez que la personne a des caillots de sang, une grande partie de son sang est coagulée. Si vous prenez son sang et vous voyez qu'il est anémié, vous lui mettez du fer et les folates, vous allez l'empoisonner. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'a pas moins de globules rouges. Mais la grande partie des globules rouges sont prises en masse. Celui-là, par exemple, il n'a pas besoin de fer ni de folates. Il a besoin qu'on dissolve les caillots qu'il a. Et son anémie va se corriger. En lui donnant du fer, on l'empoisonne. Mais c'est à partir du résultat. Donc, du laboratoire, l'ingénieur de laboratoire ou bien le médecin biologiste ne pourrait pas, lui, marquer sur le résultat anémie sévère à partir du taux de globules rouges seulement. Il ne peut pas le dire. En le disant, il induit le prescripteur en erreur. Regardez ceci aussi. Quelqu'un fait une diarrhée. Il fait une diarrhée. Pourtant, il est anémié. On ne savait pas. On lui a demandé la NFS. Et le résultat vient. On trouve que le taux de globules rouges est normal. Le taux d'hémoglobine est normal. Quelqu'un qui perd beaucoup d'eau et on amène son résultat, on trouve que
le nombre de globules rouges, ou bien, pardon, le taux d'hémoglobine est normal, en fait, c'est une fausse normalité. Il faut que le médecin qui a prescrit ça puisse l'interpréter correctement. Sinon, il a un résultat normal et le patient va mourir d'anémie. Autre chose, lorsque quelqu'un souffre d'insuffisance rénale, dialysé, et vous allez constater que chez les dialysés, tout le temps, les gens sont anémiés. Tout le temps, ils sont anémiés. Pourquoi? Parce que le globule rouge circulant est peu. Ils ont beaucoup plus d'eau sur eux. Donc, le rapport du nombre de globules sur le volume globulaire montre qu'ils sont anémiés. Mais est-ce que les gens pensent que c'est en leur donnant du fer et le consort qu'on va corriger leur anémie? C'est ce qui se fait. Alors que normalement, l'interprétation devait être totalement différente. Vous voyez, un résultat de laboratoire, en mettant les normes qui ne sont que statistiques, qui ne sont que probabilités, n'aide pas véritablement le médecin si lui-même, il ne sait pas interpréter ces résultats. On voit les normes, on dit non, il est dans les normes, il n'est pas dans les normes, il est ceci, il est cela. C'est facile. Les analyses sont beaucoup plus complexes. Ce que j'ai voulu insinuer, c'est que un résultat ne sert que lorsqu'il est correctement interprété. Je vous dis autre chose, pour les radios par exemple. Quelqu'un a des douleurs du bas du dos, douleurs lombaires. Il fait une radio. Et puis on lui dit, un instant, un instant. Voilà. Quelqu'un a mal au bas du dos, a une douleur lombaire. On fait une radio chez lui et puis on dit, il a des arthroses. Et c'est les arthroses qui lui font mal. Ou bien il a une sciatique. C'est les sciatiques qui lui font mal. Quand vous voyez ça, vous allez vous dire, mais tiens, c'est un spécialiste de radiologie qui a interprété. Il a dit plein de choses. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si on prend les gens dans la rue, on fait des radios à tout le monde, il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que ce que le radiologue a vu et qui n'ont pas de douleur. Vous voyez l'interprétation en disant que la douleur est due à la décalcification, c'est-à-dire à la déminéralisation et tout le reste, il croit poser un bon diagnostic. Alors que quand on prend 100 personnes dans la rue qui ne sentent rien du tout, on verra les mêmes lésions, des lésions plus graves sur environ 70%, c'est-à-dire 70 personnes. Pourtant, dès que le radiologue interprète le truc comme ça et envoie ça au médecin, le médecin décide. Or, le radiologue ne pouvait pas parler de sciatique, il ne pouvait pas parler d'arthrose, il pouvait parler de rien parce que ce n'est pas lui qui a examiné le patient et qu'on sort. Malheureusement, c'est ce qui se fait. C'est la radio. Pour l'échographie, dans l'introduction, on en a parlé et toutes les analyses ont de ces problèmes-là. Pourquoi j'ai voulu parler de ces erreurs, parler de la sensibilité, parler de la spécificité, parler du rapport de vraisemblance, c'est-à-dire la performance des analyses. Les analyses sont supposées aider le médecin à faire le bon traitement. Mais les analyses en soi ne sont rien sans une très bonne interprétation. Le fait de déléguer l'interprétation des résultats au laboratoire piège le médecin. Il ne prend plus le temps lui-même d'analyser tout, de prendre le contexte et de décider. Il laisse le truc, le résultat au laboratoire et dès qu'il a le résultat, il commence par prescrire. Raison de plus pour que vous,
vous sachez, mesure gardée, que les analyses en soi ne veulent pas dire grand-chose. Sans que l'on ne vous ait précisé la sensibilité de l'analyse, sans que l'on ne vous ait précisé la spécificité de l'analyse. Quelle que soit l'analyse, que ce soit de sel, que ce soit de sang, que ce soit d'urine, comme le cas de monsieur qui parlait du prélèvement urétral tout à l'heure. C'est ainsi. Reprenons par exemple les analyses de sel. Normalement, pour déclarer une analyse de sel négative, il faut apporter toutes les sels émises et qu'on prélève à 3 endroits différents sur l'ensemble. On fait 3 échantillons sur la quantité émise. On l'analyse. Le premier jour, on ne trouve rien. Il va falloir répéter cette analyse 3 jours de suite. Ça fait au moins 9 échantillons pour déclarer que les analyses sont négatives. On n'a rien trouvé dans les sels. Mais vous tous, vous savez que ce n'est pas ce qui se fait. On amène un échantillon, on dit on n'a rien trouvé. Même des fois, quand on fait l'analyse, les cristaux de Charcot-Leyden qui sont dans les sels, on ne prend même pas le temps de lire. On se contente du résultat négatif. Et le patient continue à souffrir. Je le répète, les analyses posent ce problème-là, toujours. Et il va falloir laisser et discuter avec votre médecin pour que vous puissiez avoir exactement le résultat qui vous concerne, la précision du résultat qui vous concerne. Quand j'ai parlé de sensibilité, j'ai parlé de spécificité, il y a des termes qu'on utilise qui sont un peu barbares, qui veulent dire ceci. La VPP, c'est-à-dire la valeur prédictive du test positif. Lorsque j'ai un résultat positif dans ma main, quelle est la chance pour que ce soit le résultat positif de mon patient? Et lorsque j'ai un résultat négatif, quelle est la chance pour que ce résultat négatif-là soit le résultat de mon patient? C'est pour ça qu'on parle tout le temps de rapport de vraisemblance. Ça demande à ce qu'on réfléchisse par 2, par 3, par 4 fois avant de dire à quelqu'un que vous avez telle maladie ou telle autre lorsque l'analyse n'est pas assez précise, fiable et valide, comme on le dit. Quand je parle de fiabilité et de validité, si je vous prends par exemple la pression artérielle, la tension qu'on prend, la mesure avec les tensiomètres que nous avons souvent, les sphygmomanomètres, n'est pas assez fiable. Parce que tant qu'on change les appareils, les résultats aussi changent. Alors qu'on devait avoir le même résultat. La validité veut dire quoi? Quelle est la différence entre ce que l'appareil me montre et la réalité? Pour l'hypertension, par exemple, ce n'est pas très valide parce que pour avoir la vraie pression artérielle, il faut introduire un capteur dans les vaisseaux, dans l'artère, ce qu'on ne fait pas. Donc, c'est approximatif. Ce qui fait que lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il n'a pas l'hypertension, ça ne veut rien dire absolument. Vous voyez que c'est compliqué. C'est très compliqué d'avoir des résultats assez précis, des résultats qui nous permettent de décider. Il y a certains, dans certains cas, comme dans le diabète et autres, on peut décider. Mais dans d'autres, dans la majorité des cas, il y a des problèmes. C'est pour ça, le médecin doutant va vous demander, refaites-moi l'analyse là, refaites-moi ceci, refaites-moi cela, parce que les analyses ne sont pas tout le temps fiables et ne sont pas valides.
Ceci dit, pour le cancer, il s'agit d'une maladie qui vous condamne presque à mort. Il va falloir que lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il a un cancer, que ce soit sûr, certain qu'il a le cancer. Et quand on dit à quelqu'un il ne l'a pas, il faut que ce soit aussi sûr qu'il ne l'a pas. Sinon, on va soumettre quelqu'un qui n'a pas un cancer à des traitements lourds, à une chimiothérapie, à une radiothérapie qui peut peut-être le tuer. Je donne une petite parenthèse. Ce que vous ne savez pas, lorsqu'on fait de la chimio, l'infirmier ou bien le médecin qui applique la chimio au malade, lorsque les produits le touchent, il est considéré comme un cancéreux. C'est très grave. Ce que je vous dis est très, très, très grave. Toi qui n'as pas la maladie, qui soigne les personnes, lorsque des produits comme ça se versent sur toi, tu es considéré comme un cancéreux. Renseignez-vous, vous comprendrez ce que je dis. C'est pour ça d'ailleurs, pour appliquer ces traitements, on met plusieurs gants, plusieurs protections pour préparer la chimio avant de l'injecter. Vous voyez la dangerosité? Ce qui n'est pas bien pour un bien portant, je ne sais pas comment ça peut être bien pour un malade. Donc, le problème qui se pose là, c'est qu'il faut s'assurer que lorsque vous dites à quelqu'un qu'il a un cancer, que ce soit vraiment sûr qu'il a un cancer, que ce ne soit pas un faux positif. Que ce ne soit pas un faux positif, sinon vous le condamnez pour rien. Je vais vous donner un exemple, l'exemple des dépistages que les gens s'amusent à faire comme ils veulent. Lorsque on dit il y a une campagne de dépistage, on se lance dedans à faire octobre était rose passé, mais cet octobre rose peut sentir le roussi. Je fais cette nuance parce que quand on parle aux gens, on dit aux gens, il faut aller faire la mammographie et autres, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent rien sur la dangerosité d'aller soi-même faire l'analyse là, sans que l'on ait véritablement rien. Même si dans notre famille, quelqu'un a déjà souffert de ça, ou bien ma maman est morte de ça et autres. Dites-vous que vous avez de la chance d'être dans l'AIM et que vous ne devez pas attendre qu'un médecin pose un diagnostic avant de commencer par prendre les produits. Vous allez comprendre la nuance. Aujourd'hui, quand je parle des analyses, je suis précis. J'attire votre attention là-dessus. Que ce soit les marqueurs cancéreux, que ce soit les autres analyses, faites très, très, très attention. Ceci pour vous dire que la sensibilité et la spécificité de la mammographie, par exemple, fait douter. Je dirais simplement, fait douter. Le pire, c'est que la mammographie elle-même peut vous induire le cancer. Vous voyez comment c'est dangereux? Mais ça, on ne vous le dit pas. C'est grave ce que je dis. Mais ça, on ne vous le dit pas. C'est pour ça d'ailleurs, les gros scientifiques, les mathématiciens et les décideurs ont introduit une autre notion qu'on appelle, après la sensibilité, la spécificité, tout le reste, il y a une autre notion qu'on appelle le nombre de patients à traiter. C'est quoi? On dit, pour la mammographie, il faut aller faire, pour le cancer du sein, il faut aller faire la mammographie. Mais les gens disent, lorsqu'on fait la mammographie,
et qu'on pose le diagnostic de cancer, combien survivent? Lorsque on parle du nombre de patients traités, combien de patients je dois soumettre à la mammographie pour qu'un seul ou bien une seule survive? C'est ça qu'on appelle le nombre de patients à traiter, NPT. Pour ceux qui viennent pour le cancer du sein, que je soumets à la mammographie, quel est le nombre de patients que je dois atteindre pour qu'un patient ou bien une patiente survive? Vous allez voir que lorsque ce nombre de patients à traiter est très grand, incalculable, l'analyse est dangereuse. Pour la mammographie, les gens ne se sont pas arrêtés à ça. Ils se sont dit, si on voit qu'il faut beaucoup de patients pour faire la mammographie, pour une seule survive. Mais quand on soumet les patients à la mammographie, quel est le risque qu'on fait courir aux patients? On appelle ça NPR, nombre de patients à risque. Et les gens ont calculé tout ça. Ils ont trouvé que la mammographie ne sauve aucune vie. Pire, la mammographie induit le cancer. Quand vous prenez les deux paramètres là, ce qui devient un danger pour quelqu'un qui se lève pour aller faire un dépistage et qui n'a rien, alors qu'on sait que la mammographie ne sauve aucune vie, pourquoi prendre le risque? Et chaque fois, Octobre Rose prépare le roussi. Ce n'est pas seulement pour la mammographie. Je prends le cas de la prostate. On ne discute pas de vrais cancers. Aujourd'hui, on parle du diagnostic, c'est-à-dire des analyses qui confirment ce diagnostic-là. Regardez par exemple pour la prostate aussi. On demande aux gens de faire PSA, l'antigène spécifique de la prostate. Et à partir de ça, on fait la biopsie. Comme pour la mammographie chez les femmes, le PSA aussi est inutile, dangereux, parce que ça va induire des biopsies inutiles. Parce que ce PSA peut s'élever chez des gens qui n'ont pas le cancer, comme ça peut être très bas chez des gens qui ont le cancer. Et pourtant, c'est ce qu'on demande pour faire les biopsies et autres. Vous voyez le danger? Et lorsqu'on fait le NPT du PSA, c'est incalculable. Quand on fait le NPR, on constate que c'est dangereux aussi. Parce qu'on fait des biopsies à des gens, des biopsies inutiles, dangereuses, pour des traitements inutiles qui privent les gens de vivre une vie normale. C'est des réalités dont vous n'avez pas conscience. J'attire votre attention sur les analyses. Parce que vous avez de la chance, ou que vous soyez bien portant ou malade, c'est la même chose. Et ce ne sera que les doses à changer. Alors, faut-il, lorsque vous suspectez des maladies très graves, demander à ceux qui ne sont pas malades d'aller faire des tests? À quoi serviraient ces tests si on peut avoir la solution sans aller faire ces analyses? Les produits AIM permettent de prévenir ces problèmes, de les traiter correctement, de les guérir. Aujourd'hui, quand quelqu'un a la peur d'avoir le cancer, ou bien a un parent qui a le cancer, au lieu d'aller faire les tests pour commencer par vivre la panique et la psychose de la maladie là, il vaut mieux l'appeler, le conseiller, lui donner les produits AIM.
vous lui aurez rendu un grand service et qu'il le prenne pendant 3-6 mois correctement avant, s'il veut s'aventurer à aller faire forcément ces tests, d'aller le faire. S'il veut. Parce que certaines analyses non seulement ne sont pas fiables, mais sont très, 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 très dangereuses. Comme je vous le dis, le docteur Ablin, qui a découvert le PSA, lui-même l'a dit il y a 5 ou 6 ans, que prendre le PSA pour faire les biopsies, c'est comme jouer au loto. Celui qui l'a découvert, c'est un Américain. Lui-même, il dit ça. Pourtant, c'est ce qu'on vend tous les jours. Concernant la mammographie, on a amélioré tellement aujourd'hui. On a modernisé la mammographie, on l'a numérisée. Au point où, ce qu'on ne pouvait pas voir il y a des années, on les voit. Et le pire, c'est qu'il y a une surestimation du diagnostic. Chez des gens qui ont des problèmes, qui n'évolueront jamais, qui n'entraîneront rien toute leur vie, on les prend pour des malades de cancer, on les bombarde de chimio, on les bombarde de radiothérapie et tout. Et c'est peut-être les traitements, comme je vous l'ai dit, qui va les tuer. Parce que la panique est là. Je le répète, dans une maladie qui n'a pas de traitement, qui est grave, il faut prendre en compte la spécificité. C'est-à-dire, lorsque vous dites à quelqu'un qu'il a la maladie, que ce soit sûr qu'il a la maladie. Quand vous lui dites qu'il n'a pas la maladie, que ce soit sûr qu'il n'a pas la maladie. La spécificité, c'est ça le problème. Mais si la spécificité du diagnostic n'est pas bonne, vous allez condamner des gens normaux à la mort. Et je vais vous dire la phrase d'un professeur de médecine célèbre, le professeur Fanconi, qui disait, dans ces cas et de la non-fiabilité des analyses, les médecins réussissent à rendre beaucoup de patients malades et même à rendre malades les gens sains. Je répète, les médecins réussissent à rendre beaucoup de patients malades et même à rendre malades les gens sains. C'est grave, c'est très grave, parce que c'est des condamnations à mort. Si j'ai voulu faire cette introduction, c'est pour vous dire que on a de la chance, puisqu'on a la solution. Lorsque vous allez vous soupçonner quelque chose, lorsque vous avez peur de quelque chose, recourez automatiquement, sans les analyses, aux produits AIM. Recourez automatiquement, sans les analyses, aux produits AIM. Et vous allez voir que vous n'avez plus à avoir peur, à vous inquiéter pour votre avenir. Mieux, lorsqu'on vous dira même que vous avez la maladie, les produits AIM seront toujours utilisés à forte dose, même dans les cas de mort imminente. Mais pour comment faire, c'est la dernière émission sur le cancer. C'est dans la dernière émission sur le cancer que je vais en parler. La semaine prochaine, je vous parlerai précisément des définitions du cancer. Et pour que vous compreniez un peu les erreurs, ce n'est pas seulement sur les analyses. C'est dans le concept même, la définition même de ces maladies, il y a problème. Et la semaine prochaine, je ferai tout pour que vous compreniez exactement ce qu'est un cancer. Et je vais le faire comme j'ai l'habitude de le faire, comme ce qui se passe dans la nature. Je vous l'ai dit, nous sommes la nature. Nous sommes dans la nature, la nature est en nous. Tout ce qui se passe en nous, c'est ce que nous voyons dehors. Et la semaine prochaine, vous comprendrez que les définitions des cancers qu'on suppose
être des multiplications anarchiques des cellules, ne sont qu'un leurre, ne sont qu'un signe. Et ça n'a rien à voir avec le cancer qu'on nous dit être la cause tout le temps. Ce que j'ai voulu partager aujourd'hui, c'est vous attirer votre attention seulement sur les analyses chez les familles de personnes qui ont fait le cancer ou bien qui craignent faire le cancer. Ne demandez pas d'analyse. Donnez les produits ailleurs. Laissez le patient prendre ses produits 3-6 mois, revoyez-le. Il peut aller faire son contrôle. Il verra qu'il n'avait pas besoin de faire ces analyses-là. Mais il va se rassurer qu'il est bien portant. Attention, qui dit analyse, dit sensibilité, dit spécificité, dit rapport de vraisemblance, c'est-à-dire performance, et dit attention, l'analyse peut vous induire en erreur. Et pour les maladies graves comme le cancer, ce n'est pas la peine. Si vous avez les moyens de prendre des produits AIM, c'est bien. Je vais vous dire, il y a 2 semaines, j'ai eu un résultat très fabuleux d'une dame qui a fait un cancer du foie, une dame de 80 ans qui a fait un cancer du foie vraiment grave. Il a suffi que je mette les produits AIM à dose correcte, c'est ce que vous allez apprendre dans la formation, et que j'attende 2 mois après, on me fait les bilans hépatiques, le foie est devenu normal. Elle n'a pas fait de chimio, elle n'a pas fait de radiothérapie, elle n'a rien fait d'autre que prendre les produits AIM à forte dose. La prochaine fois, je vous montrerai le résultat de cette dame. Et vous allez comprendre que vous avez dans votre main la vie et ce qui sauve la vie. Car ce n'est autre que l'oxygène et la circulation sanguine, rien d'autre. Je vous remercie pour aujourd'hui et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Tout ce que vous venez de dire tout de suite, moi, j'ai déjà commencé à avoir peur. Vraiment, nous sommes exposés à beaucoup de dangers, à beaucoup de choses. Et moi, je vais donner un exemple, un témoignage. Docteur, est-ce que vous connaissez docteur Yapi de la Côte d'Ivoire? Il est aussi dans la médecine quantique. Je le connais très bien. C'est un pote. Bien. Oui. Entre-temps, au début de Alliance Motion Global, nous étions arrivés en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour lancer AIM, Alliance Motion Global, quand on a rencontré Dr Yapi. Et quand on l'avait rencontré, j'avais cette vidéo, mais aujourd'hui, c'est plus là-haut, ça se trouve. Dr Yapi nous a fait un témoignage vraiment poignant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dame qui a un problème de cancer avec, à l'étape terminale. Bon. Donc, comme Dr Yapi, lui, il est dans les quantiques, c'est un ami, un collègue qui lui a envoyé la dame. Et quand la dame était arrivée chez elle, Dr Yapi dit que après les analyses, elle a vu que ça, la dame là ne va plus rester longtemps. Donc, il y a seulement prescrit certains petits produits là pour la libérer, aller mourir. Mais 2 semaines après, il lui a donné de revenir 2 semaines après. Mais docteur Yapi sait que la dame ne va plus revenir, qu'elle est partie pour mourir. Mais il dit qu'à sa grande surprise, cette dame était revenue pour le contrôle. Docteur Yapi a dit que mais ça, bien c'est pas elle. Quand elle a pris ses papiers, il a remarqué que c'est la dame. Il a dit que mais qui ne comprend pas quelque chose. La dame, tout est changé en elle. Tout est changé en elle. Et M. Yapi, docteur Yapi, lui a posé la question, mais madame, à part tout ce que vous êtes prescrit comme produit à aller utiliser, quel autre produit vous avez encore utilisé? Je veux voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La dame a fait sortir de son sac, elle cherchait le produit, c'était le C24 que la dame avait consommé en forte dose.
Donc, la dame cherchait le sac avec les mains tremblantes parce que, bon, elle avait peur que, bon, elle a encore créé d'autres situations. Donc, le docteur dit, madame, ce que vous avez utilisé, je dois voir. Donc, c'est comme ça que la dame lui a dit que, bon, monsieur le docteur, c'est un ami qui m'a présenté un produit, que c'est venu du Togo, et c'est ça, ça, ça. Et en même temps, il a demandé le téléphone du monsieur qui lui avait présenté le produit. Et monsieur, c'est Youssef, je crois, oui, ça dit Youssef. Il se nomme Youssef. Donc, immédiatement, docteur Yapi a appelé Youssef. Youssef était arrivé, dit que bon, vous avez donné un produit à mon patient ou bien à ma patiente. Donc, est-ce que je peux voir ce produit-là? Youssef est retourné chercher le C24. Docteur Yapi a pris le C24, allé analyser tout. On a fait l'analyse de la dame, on a tout fini. La dame est devenue saine, la dame est devenue comme une jeune dame. Ce que Dr Yapi avait vu après ces analyses, c'est devenu le contraire. La dame est devenue, s'est rajeunie. Et depuis ce jour-là, Dr Yapi a pris 7 kits. Et c'est un monsieur qui est toujours occupé. Mais le jour où nous étions arrivés à Sokosé pour les présentations autres, ce monsieur, ce docteur a tenu témoigner et puis il était venu, il était monté en scène, il a parlé et il a dit bravo au produit de Alliance Innovation Global. Donc, moi, c'est le petit témoignage que je voudrais porter. Non, mais Yapi, je le connais très bien. Il s'appelle Patrice Didier Yapi, docteur Patrice Didier Yapi. Et c'est un collègue, un ami avec un de mes collègues à la faculté de médecine ici, le docteur Éric Diplot. On se connaît bien, on échange tout le temps. On échange tout le temps. Vous savez, la médecine quantique fait peur aux gens parce que nous sommes à la pointe de ce qui va arriver dans le futur. Et ce futur est déjà là aujourd'hui. En résumé, en quantique, c'est ça. Donc, lui et moi, on est dans ce domaine-là et on essaye de dévancer un peu ce que les gens font d'habitude. Mais ce n'est pas important. L'important ici, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que les analyses peuvent tromper, peuvent faire tout, peuvent tuer. Les analyses peuvent tuer parce qu'elles peuvent mentir. Mais quand vous voyez quelqu'un qui panique, ce n'est pas les analyses qu'il faut aller faire. Donnez-lui le produit AIM. Quand vous voyez quelqu'un qui panique, donnez-lui les produits AIM. S'il a déjà fait les analyses, donnez quand même les produits AIM et puis attendez 1, 2 mois, faites les contrôles. Des fois, 2 semaines suffiront pour que vous voyez que les résultats changent déjà. Ceux qui pensent qu'on va voir un médecin, il n'a pas demandé d'analyse, il a prescrit des trucs, ça dépend du médecin. Si le médecin est cliniquement bon et tout, et que autour de lui, il n'a pas de laboratoire très fiable, et Dieu sait que chez vous, beaucoup de laboratoires ne sont que des gagne-pains, même des laboratoires illustres, supposés. Donc, ça ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est les produits que vous allez donner. Et les produits AIM sont des produits qui permettent à ce que la panique du cancer disparaisse. Dans la famille où tout le monde meurt de cancer, si quelqu'un a peur, ne l'envoyez pas faire des analyses. Donnez-lui les produits AIM et dites-lui, il sera le miraculé de sa famille. Mais pour AIM, ce n'est pas un miraculé parce que la vie n'est que la circulation sanguine. La mort, c'est l'arrêt de la circulation. Tout ce qui nous tue amène vers l'arrêt de la circulation. Il suffit de l'inverser. Et les produits AIM permettent la circulation, garantissent l'oxygène. Et vous comprenez tout. Rien d'autre. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Nous continuons toujours. Si quelqu'un a des inquiétudes, quelqu'un a des questions à poser, il y a une main en l'air. Je vais voir de qui il s'agit.
Il y a même deux mains, hein? Deux mains en l'air. Ah oui, c'est même deux mains. Et Sangue Mbake Mbaye. On va donner d'abord la parole à Sangue, monsieur Sangue Mbake Mbaye. Vous avez la parole. Monsieur Sangue. Allô, monsieur Sangue. Oui, bonsoir, monsieur Sangue. Vous appelez d'où? Oui, nous vous recevons. Vous appelez d'où? J'appelle du Sénégal. Sénégal, il est à Dakar. De Dakar avec notre grand leader, le médecin Jean-Paul Amiga, qui est une fierté pour toute l'équipe du Sénégal. Alors, moi, ma contribution, c'est plutôt pour appuyer les propos du docteur, parce que tout récemment, j'ai eu à vivre un cas similaire. Une sœur qui avait une tumeur. Mais en fait, au niveau de la médecine, on nous a envoyé faire des analyses, des fibroscopies, des biopsies. Et il est arrivé à un moment où elle ne parvenait plus à s'alimenter. Et donc, il fallait poser une sonde gastro pour l'alimenter. Et à un moment, elle avait des enflures au niveau de la gorge. Et heureusement, bon, j'ai eu à utiliser les cures d'AIM, comme le dit si bien le docteur Amégan. Et la gorge, les enflements se sont apaisés. Alors, par la suite, on a fait l'intervention avec la sonde. Et aujourd'hui, elle prend les cures d'AIM depuis la sonde, parce qu'au niveau de la gorge, ça ne passe pas. En attendant, n'est-ce pas, de commencer les séances de thérapie avec la chimio. Mais manifestement, physiquement, déjà, bon, on sent que son état est en train d'évoluer. Et donc, c'est en cela que je viens pour appuyer les propos du docteur Amégan, qui dit que donc, on peut entamer les cures avec les produits d'AIM, en attendant, n'est-ce pas, de faire les analyses et tous les protocoles que nécessite le traitement avec la médecine conventionnelle. Donc, c'est une contribution que je voulais faire. Je vous remercie. Merci. C'est très gentil. Merci. Monsieur Mbake, merci. Vous voyez, ce qu'il vient de dire est très important. Même quand on vous demande des analyses, commencez les produits AIM d'abord. Vous avez la solution. Commencez les produits AIM. Je leur ai faussé compagnie. Aujourd'hui, j'anime encore de Bamako. Je suis actuellement à Bamako. Je vais rentrer en fin de semaine à Dakar. Donc, ok. Voilà. Et ceci dit... Maintenant, on va prendre... Oui, allez-y. Alors, docteur, vous savez... Oui, allez-y. Sinon, bon, je voudrais donner la parole à M. Marcos. Marcos Achou. Il dit ceci: merci beaucoup, docteur. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment combiner les produits AIM et antirétroviraux pour un CID1 et à quelle dose? Je comprends. Merci beaucoup, docteur. Merci pour les éclaircissements. On va lire une question ou bien un message venant de Sylvie Bachama. Le message dit ceci: bonjour la salle, bonjour docteur, merci encore pour tout ce que vous faites. Je viens juste d'apprendre hier qu'une personne proche d'une amie à moi est en phase terminale. J'ai justement pensé aux produits AIM. Je rends grâce à Dieu pour le témoignage que le leader Fabrice vient de donner. Ma question: par quelle dose devons-nous commencer? J'avais posé la question sur Facebook aussi. Excusez-moi la duplication. Merci. De la part de Pauline. Quand on dit la personne est en phase terminale, il y a encore une autre phase après la mort, avant la mort. Ça s'appelle mort imminente. Être en phase terminale ne veut pas dire que vous êtes en mort imminente.
Donc, on peut vous sauver encore. Je répète, dans le cancer, quand vous êtes en phase terminale, cela suppose que vous êtes au dernier stade. Mais entre cette phase-là et la mort, il y a ce qu'on appelle la phase de mort imminente. La phase terminale n'est pas la phase de mort imminente. Ça veut dire qu'à la phase terminale, vous pouvez encore sauver votre patient. Donc, il faut mettre, je ne sais pas de quel cancer il s'agit, il faut mettre C24 forte dose, c'est-à-dire aller jusqu'à 6 par jour. C'est ce que je peux vous dire, parce que moi, chez certains patients, je vais à 8, au-delà. On va même des fois jusqu'à 9, docteur. Pardon? On va jusqu'à 9 même. 3 matins, 3 midi, 3 soirs. On peut aller même plus. C'est ça. Je sais de quoi je parle. Oui. Donc, c'est bien. Il faut mettre le patient à forte dose parce que, vous voyez, la personne qui a posé la question ne peut pas tester. Donc, pour le moment, les doses que vous ne pouvez pas tester, si vous le faites, c'est de l'aventure, mais c'est toléré parce que ce n'est pas dangereux. Donc, maximum C24, 6. Restore Life. Vous pouvez aller à la même dose. Coller 12. Environ la même dose. Vida, la même dose. Ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas C suprême. Vous lui mettez ça, en 21 jours, vous inversez la tendance. 21 jours. Vous inversez la tendance. C'est-à-dire la personne va quitter la phase terminale pour se retrouver peut-être en première phase ou presque rétabli. Mais ça, je le dis, chaque cas est un cas particulier et le dosage est un dosage particulier. On peut déterminer la dose de chacun parce que je vais vous montrer dans la formation. Chacun a sa dose selon l'état dans lequel il se trouve. On ne peut pas généraliser ça à tout le monde. Ce qu'on peut généraliser, c'est ce qui est commun, c'est ce que je vous dis, les petites doses, 10 par AIM ou bien aller jusqu'à 6 capsules. Ça, c'est les limites qu'on peut donner aux gens sans formation. Voilà. Merci, merci beaucoup, docteur. Il y a une autre question qui est là, c'est de Roland. Il dit ceci, merci beaucoup, docteur.